Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Terry Talk Show. Aujourd'hui, nous allons parler du RIFSEP. Pour ce faire, j'ai 3 camarades avec moi. J'ai Sébastien, délégué fédéral de Paris. Bonjour Sébastien. Bonjour Marion. J'ai Nicolas, délégué fédéral de Toulouse. Bonjour Marion. Et j'ai Philippe, délégué fédéral de la région Rhône-Alpes. Bonjour Marion. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce que c'est le RIFSEP concrètement, Nicolas? Alors le RIFSEP, alors, déjà c'est un acronyme un peu barbare. C'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc c'est un système qui a été mis en place dès 2014, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années, et dont l'objectif affiché était de simplifier et d'harmoniser une partie de la rémunération des agents publics, notamment la politique indemnitaire. Est-ce que ça veut dire que sur la fiche de paie de l'agent, on verra plus que ça maintenant, IFSE? Non, 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 du tout. Alors, c'est bien évidemment venu, réduire drastiquement le nombre de primes ou de lignes inscrites sur les fiches de paie des agents publics, mais un certain nombre d'indemnités sont restées, compatibles avec le RIFSEP, donc elles sont listées par décret. On peut notamment citer, parmi les plus connus, la NBI. D'accord. Et ce régime, il est composé de 2 parties, il me semble, c'est l'IFSE et le CIA. Est-ce que peut-être, Philippe, tu pouvais nous expliquer, la différence entre ces 2 composants? Oui, bien sûr, ben, la l'IFSE, elle est liée à la fonction de l'agent et elle est versée mensuellement et le CIA, elle est liée à la manière de servir et elle est versée annuellement ou en 2 parties. Et en quoi le CIA est lié à l'engagement professionnel, Alors c'est là qu'à FO, en fait, on trouve que c'est arbitraire, c'est très subjectif parce que du coup, c'est lié à un entretien professionnel et cette somme, en fait, bah, c'est cette fameuse part du salaire au mérite tellement voulu par les différents gouvernements successifs, voilà. D'accord. Et concrètement, qui c'est qui est concerné par le RIFSEP, dans la territoriale? C'est Alors aujourd'hui, comme vous le savez, pour les agents publics, chaque agent qui travaille dans une collectivité a sa fiche de paye à la fin du mois. Sur sa première ligne, donc il aura le traitement qui dépend d'un indice et ensuite il aura son régime indemnitaire. Donc comme l'avait dit Nico, et généralement il y aura une ligne IFSE qui est liée aux fonctions de l'agent. Il le touche tous les mois, comme l'a dit Philippe, et ça concerne donc les fonctionnaires, les stagiaires et les contractuels. Tous ceux qui sont, régime horaire, type vacataire ne sont pas concernés, puisqu'ils ont un régime horaire, donc ils ont un taux horaire lié à la vacation. Mais, la plupart des agents publics sont concernés par rapport à l'IFSE. et comment l'employeur décide, du groupe de fonctions dans lequel est classé, l'agent? Alors, il y a 2 typologies, sur la partie des titulaires, donc en effet, il y a leurs fonctions sont classées dans différents tableaux par rapport aux agents de catégorie C, de B, de A. C'est redécoupé en sous-groupes et en fonction de la fonction et des missions de l'agent, si c'est un agent qui fait uniquement des tâches d'exécution, il n'aura pas du tout le même IFSE qu'un agent qui a des fonctions d'encadrement ou d'encadrement stratégique. Et donc, en fait, ils sont découpés en sous-groupes. Donc, on prend les agents de catégorie C, par exemple, qui auront différents types d'IFSE. Et en fonction des fonctions, en fonction des missions qu'ils auront à effectuer, ils pourront se regrouper dans le groupe 1, 2 ou 3 et ça fera varier leur IFSE, qu'ils auront sur leur fiche de paye. Concernant les contractuels, en fait, c'est la marge de négociation qu'ils pourront avoir, puisqu'ils pourront, eux, négocier leur salaire en fonction également. Alors, en général, les collectivités, quand même, essayent d'avoir de la cohérence par rapport aux titulaires et de mettre dans les mêmes groupes de fonctions par rapport au cadre d'emploi et par rapport aux missions qu'ils vont exercer. Mais c'est quelque chose qui peut être négocié pour le contractuel, qu'il peut également l'être pour le fonctionnaire, alors que tout ce qui est partie traitement est quelque chose qui est vraiment figé dans nos grilles indiciaires. OK. Il y a certains métiers qui sont exclus ou pas du RIFSEP? Il y a effectivement deux filières qui sont concernées. La police municipale, l'été, l'été bien évidemment, et les professeurs d'enseignement artistique qui également sont alors exclus ou en tout cas n'entrent pas dans le dispositif du RIFSEP. Je suis en train de me dire, on parle depuis tout à l'heure d'IFSE, on n'a pas défini qu'est-ce que ça veut dire IFSE? L'acronyme? C'est l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise. Suggestion, au sens contrainte. Donc pour compléter ce que disait Sébastien tout à l'heure, effectivement, dans les groupes de fonctions, il faut qu'on détermine toutes les contraintes qui sont liées au poste.
Et du coup, ça amène logiquement, ça amène de la subjectivité. C'est un gros travail de mise en œuvre parce que tous les postes doivent être recotés et c'est très lourd à mettre en œuvre. Et c'est ce qui a fait que, quelque part, toutes les collectivités n'ont pas été, enfin, quelque part, les collectivités ont été en difficulté parce qu'elles n'ont pas toutes des services RH compétents. Et du coup, les accompagnements avec le centre de gestion étaient plus ou moins longs en fonction. Et peut-être juste pour compléter ce que dit Philippe, en fait, il y a principalement trois grandes façons de venir coter ces postes-là. La grande famille, si je peux dire c'est ainsi, de l'encadrement, avec des niveaux d'encadrement plus ou moins élevés, de l'encadrement de proximité à ce qu'on appelle régulièrement l'encadrement à vocation plutôt stratégique. Il y a ensuite ce que disait Philippe également tout à l'heure, tout ce qui relève de l'expertise métier, qui peut être particulière. Et le dernier volet, c'est le volet suggestion au sens effectivement des contraintes, mais peut-être pour donner un ou deux exemples, le travail de nuit, le travail régulier de week-end, voilà, qui sont des suggestions particulières que le RIFSEP peut permettre de valoriser. Pour compléter encore, il y a aussi tout ce qui est port de charges lourdes, travail en extérieur, travail en horaire décalé. Enfin, tout ça est listé et il faut être le plus subjectif possible pour être le plus juste. Pas simple. On parle de libre administration des collectivités. Est-ce que ça signifie qu'une même fonction peut être payée de manière différente d'une collectivité à une autre? Et si oui, il y a quoi comme conséquence pour la rémunération des agents? Oui, totalement. C'est la différence essentielle entre ce qu'on appelle l'indiciaire, qui va être la même rémunération. Je suis adjoint technique, que je le sois à Dunkerque, à Toulouse ou à Bordeaux, mais j'ai la même grille indiciaire qui fait une partie de ma rémunération. Et sur tout le volet indemnitaire, effectivement, comme tu le disais, la libre administration des collectivités qui permet à chacune des collectivités ou des établissements, en tout cas des employeurs territoriaux, de venir rémunérer via notamment le RIFSEP leurs agents de façon totalement différente, avec principalement deux contraintes pour les fonctionnaires territoriaux. La première, c'est que, en tout cas pour la collectivité, si elle institue une IFSE, elle doit nécessairement mettre en place un CIA, pas tenue de le verser, mais en tout cas, elle doit le créer. Et la deuxième contrainte, qui est un petit peu plus technique, mais c'est que l'addition entre le montant global de l'IFSE et du CIA pour les fonctionnaires territoriaux ne peut pas dépasser le montant alloué au même corps ou cadre d'emploi dans la fonction publique d'État. Donc voilà, avec ces deux règles-là, les collectivités peuvent, selon les planchers qui sont fixés par la loi, effectivement rémunérer totalement leurs fonctionnaires selon là où on se trouve sur le territoire français. Et le problème, c'est que ça crée des disparités entre les collectivités. Et typiquement, c'est la course, en fait, et ça crée complètement de la compétitivité entre les collectivités. J'ai un exemple concret, un surveillant de travaux voirie qui travaillait dans une collectivité. Il était en poste, il touchait environ 6 000 € de régime indemnitaire par an. Il a changé de collectivité pour exactement le même poste. Il a traversé la rue et il s'est retrouvé avec 11 000 €. Donc en fait, en fonction des moyens financiers de la collectivité, du coup du libre administration aussi de la collectivité, mais derrière, le salaire n'est plus du tout le même. Est-ce que la taille de la collectivité joue ou pas? Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a plus de moyens dans les grosses collectivités, donc les RIFSEP sont plus avantageux, ou rien à voir? En fait, ça peut être lié, à la taille de la collectivité, à la politique, que veut mener la collectivité par rapport à ses agents, du budget alloué à la masse salariale. C'est vraiment des choix politiques de la collectivité qu'elle veut mettre en place. C'est aussi intégrer aux lignes directrices de gestion pour savoir à un moment donné comment on veut intégrer tout ça. C'est assez vaste, mais c'est vrai, comme le dit Philippe, d'un territoire à un autre, les collectivités, se rendent attractives par ce biais-là. Et c'est souvent connu par rapport aux agents et on sait très bien que dans des collectivités, parfois sur une grosse collectivité, elles vont rejoindre un conseil départemental par exemple, elles savent que, en faisant une mobilité, d'une collectivité à l'autre, il y aura un gain de régime indemnitaire pour l'agent. C'est après connu de l'ensemble des agents et c'est vrai qu'il y a des collectivités qui vont mettre beaucoup plus en faveur des agents, d'autres moins et après, tout ça, fait, à un moment donné, comme le disait Nicolas, c'est que, hem c'est pas cohérent en fait d'une collectivité à l'autre parce que chacun aura fait sa cotation de manière, collectivité par collectivité et en cas de changement, il pourrait y avoir des gains comme des baisses
et on ne retrouvera pas un cadre avec des critères cohérents et des critères en tout cas collectifs de collectivité à collectivité. Chacun aura travaillé dans son coin de manière individuelle et c'est là-dessus où les marges de négociation peuvent être importantes en cas de mobilité. Et ça peut être aussi des collectivités qui vont aller chercher des gens un peu plus intéressants ou qui vont mettre en avant le fait que leur régime alimentaire est supérieur que sur le département, sur le territoire, pour faire venir des candidatures plus performantes que d'autres. Ok. Et le RIFSEP, il devait soi-disant simplifier la gestion des primes. Est-ce que pour Force ouvrière, c'est une réussite un peu ou pas forcément? En soi, ben oui, il y a un grand nombre de primes qui ont disparu et qui sont retrouvées dans le RICEP, et du coup, il en existe pardon, plus que deux, donc l'IFSE et le CIA. Donc, en soi, oui, ça a simplifié. Après, le problème, c'est la transparence et la connaissance aussi des critères d'évaluation. Donc, c'est là qu'en fait, quelque part, les représentants du personnel doivent être vigilants, doivent s'intégrer à la construction des tableaux pour pouvoir être performants et pour pouvoir accompagner leurs collègues sur le terrain. Ouais, juste pour compléter ce que dit Philippe, il faudrait vraiment encourager l'ensemble des structures à pouvoir remettre ça sur la table, puisque sur mon exemple, on a mis en place un groupe de travail lié à la cotation des postes sur l'ensemble des corps et cadres d'emploi pour savoir en effet quels étaient les critères et que ce soit après amené à l'ensemble des agents pour que ce soit transparent. Et c'est vrai, comme le dit Philippe, plus ce sera transparent et plus ce sera objectivé par rapport à ce que l'agent pourra prétendre ou en tout cas obtenir, et ça évitera ce côté un peu nébuleux et ce côté injustice. Ok. On pourrait dire qu'un sceptique se dirait que l'augmentation du RIFSEP, c'est une manière de donner le pouvoir d'achat, un certain pouvoir d'achat aux agents sans peser sur le traitement indiciaire. Est-ce que, enfin, pour Force ouvrière, c'est une fausse bonne idée ou c'est plutôt une bonne idée? C'est plutôt une fausse bonne idée, puisque le RIFSEP vient de fait, en tout cas cette politique indemnitaire vient de fait rompre pardon, avec l'égalité de traitement pour un agent public, quel que soit le territoire dans lequel il exerce. Donc on a des écarts, on l'a dit, Philippe en a cité des exemples qui sont particulièrement importants d'une collectivité à une autre, même quand elles sont parfois très très proches. Donc bien évidemment, c'est un enjeu, en tout cas nous concernant à nous, qui ne pas uniquement sur la rémunération au quotidien. On parle bien souvent de nos caisses de retraite, par exemple, et donc accentuer cette politique indemnitaire au détriment de l'indiciaire a forcément des impacts, notamment sur notre caisse de retraite, puisque au niveau de la CNRACL, on ne cotise pas sur les montants que l'on perçoit au titre de l'IFSE et du CIA. Alors on peut avoir une cotisation sur la retraite additionnelle, mais en tout cas sur la CNRACL, ce n'est pas le cas. Et les impacts peuvent être particulièrement importants. Je vous donne un exemple. La collectivité dont je suis originaire, l'IFSE représente à peu près un quart de la rémunération des agents de notre collectivité, ce qui veut dire que déjà sur l'assiette qui sert de calcul pour leur droit à pension, ben, ne se fait que sur les trois quarts de leur rémunération. Donc il y a bien évidemment un enjeu central de rémunération au quotidien pour l'agent quand il est en activité, mais un impact forcément encore plus important au moment où il fait valoir ses droits à la retraite. Mais et les contractuels sont logés à la même enseigne sur ces sujets-là ou pas? Oui, Oui, bien globalement, sûr, les oui. contractuels, alors les contractuels sont de plus en plus nombreux. Enfin, depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui a ouvert largement les portes à la contractualisation. Alors effectivement, il y a de plus en plus de collègues qui sont contractuels. Et heureusement, vu que cette part du traitement, elle est liée à la fonction, l'agent qui est contractuel fait les mêmes fonctions qu'un agent titulaire. Donc en soi, ils perçoivent le même montant, et heureusement. Par contre, il faut rester toujours vigilant à ce que qu'il n'y ait pas d'écart entre les deux régimes. Mmh. Et peut-être juste là aussi un exemple pour illustrer l'enjeu aussi pour les contractuels, comme l'a dit Philippe, représentent une part de plus en plus importante des agents publics. Certaines collectivités n'octroient une IFSE ou un CIA qu'aux contractuels qui sont sur ce qu'on appelle des postes permanents, et donc typiquement ceux qui arrivent sur
du surcroît d'activité ou sur du renfort saisonnier peuvent être exclus de ces dispositifs, donc avec des niveaux de rémunération bien plus bas, aux côtés de collègues qui remplissent pourtant les mêmes missions au quotidien. Si je reviens un petit peu sur le sujet du CIA, concrètement, comment ça se passe la fixation du CIA? Est-ce qu'il y a un risque, arbitraire ou d'utilisation de cet outil comme un levier de management? C'est une bonne question. Complètement. Oui, en fait, comme, ça a été dit au début, c'est que le CIA, il est attribué, en fonction de l'entretien professionnel. Donc en effet, c'est un outil managérial puisque ça doit se passer, au moment du temps d'échange annuel où le chef de service, donc le N+1 de l'agent, on fait le bilan de l'année, des points positifs et des points négatifs, de l'atteinte des objectifs et par rapport à ça, attribuera ou n'attribuera pas en partie et en fonction des collectivités, attribuera un pourcentage du montant total. Par conséquent, parfois, comme on sait que les agents, certains n'ont pas d'entretien professionnel, certains, ça se passe entre 2 portes, ça se passe pas forcément de manière complètement objectivable par rapport aux objectifs à atteindre, en fait, l'agent dépend de son chef de service pour obtenir l'intégralité de son CIA. Le problème réel du CIA, c'est qu'on a beau avoir même une bonne évaluation, l'employeur n'est pas forcé de verser un CIA. Même si on remplit tous les critères, il n'a pas d'obligation. Mais après l'agent, s'il estime qu'il aurait dû pouvoir bénéficier de son CIA complet, il a quand même une possibilité de faire un recours et de faire appel. Un recours, mais au final, le texte est ainsi fait et l'employeur n'a pas d'obligation de verser. Et c'est peut-être là que les organisations syndicales prennent toute leur place dans la discussion locale. C'est-à-dire qu'ils chargent aux organisations syndicales, aux représentants du personnel, d'installer un certain nombre de garde-fous Mhm. qui permettent d'objectiver les raisons pour lesquelles on peut être en droit de retirer un CIA tout ou partie, et derrière de prévoir des procédures qui permettent de contester et un accompagnement syndical. C'est là tout le rôle de l'organisation syndicale. Alors, non pas que parce que le N+1 évalue, il y ait systématiquement un risque de venir Mm. diminuer les CIA. En revanche, le rôle de l'organisation syndicale, c'est bien celui-là, de venir et informer et protéger les collègues. Donc plus il y aura de procédures qui permettront et d'objectiver et possiblement de contester, et plus on protégera la rémunération de nos collègues. Donc oui, pour répondre à la question, c'est un vrai enjeu d'outil managérial, puisque si l'agent de maîtrise ou le chef de service voit régulièrement ses agents, les envoie en formation et finalement se rend compte de l'atteinte des objectifs ou non, sera beaucoup plus en capacité d'expliquer à l'agent, dans les cas, on imagine, minoritaires, où son CIA sera réduit, de pouvoir l'expliquer de manière très objective et que ce soit partagé par les deux parties. Et c'est ça, comme dit Nicolas, où là, on doit être vraiment garant de ce système, c'est qu'on doit avoir des critères très objectivables qui permettent au chef de service de dire pourquoi il donne 100% ou moins et de donner la possibilité à l'agent d'effectuer un recours si jamais il se sent lésé par rapport à l'entretien professionnel. Du coup, on est en train de parler de négociation un petit peu sur le CIA. Est-ce qu'il y a aussi cette possibilité de négocier par rapport aux IFSE de façon plutôt individuelle ou collective, ou comment ça se passe vu qu'on parle de négociation? Ouais, la négociation, en fait, le texte le prévoit. La réouverture doit se faire au minimum tous les 4 ans, mais rien n'empêche l'organisation syndicale de le redemander toutes les années dans son cahier de revendication, bien au contraire. Et après, même après, si on se rend compte qu'au bout d'un an ou même au bout de 6 mois, il y a encore des dysfonctionnements, même après avoir arrangé certaines situations, on peut encore rapporter et redemander une ouverture. L'autorité territoriale peut très bien. Par contre, elle peut très bien aussi dire je ne le rouvre que tous les 4 ans. Et ce qui est important sur ce que dit Philippe, c'est que la réglementation dit que la collectivité doit procéder à un réexamen, c'est comme ça que c'est écrit, mais n'est pas tenue de procéder à une réévaluation. Donc ça veut dire en rediscuter, bien évidemment, au moins tous les 4 ans, alors parfois de façon individuelle, parfois de façon collective, mais sans obligation pour la collectivité de venir réévaluer les montants. Mais c'est quand même pas pareil de se dire que c'est pas parce qu'on ouvre un espace de dialogue qu'on obtiendra quoi que ce soit. Au final, c'est la collectivité qui décide. Exactement, c'est toujours la collectivité. Et c'est pour ça que d'essayer de rendre ces discussions le plus collectives possible, permettent de créer ce que nous, on va appeler un rapport de force et d'essayer d'influer, bien évidemment, sur les décisions que sont amenés à prendre les employeurs territoriaux. Et d'où l'intérêt aussi aux représentants du personnel, comme on le disait tout à l'heure,
de bien maîtriser tous les tableaux, tous les critères, afin d'objectiver le plus possible toutes les mises en œuvre derrière, que ce soit pour l'IFSE ou pour le CIA. Il y a une chose aussi sur laquelle il faut qu'on soit vigilant, c'est parce qu'aujourd'hui, le texte, il permet, comme disait Nico tout à l'heure, il permet de fixer des plafonds, notamment pour l'IFSE. Mais enfin pour moi, il serait beaucoup plus sage de fixer des planchers, afin de garantir à tout le monde un montant minimum d'IFSE. Et après, essayer de réduire au maximum les fourchettes entre le minimum et le maximum. Peut-être expliquer ce que c'est un peu les plafonds, les planchers, parce qu'on a l'impression de parler de construction d'une maison, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ben, en fait, chaque grade ou chaque cadre d'emploi, à chaque grade ou cadre d'emploi correspond à ce qu'on appelle un montant plafond, un maxi butoir. Il y a tout un tas de termes selon les régions ou les habitudes. Et donc, ce sont des montants que l'on ne peut pas dépasser en additionnant. Donc, il y a un montant maximum pour les IFSE, puisqu'on dit une IFSE depuis tout à l'heure, mais un agent peut tout à fait avoir plusieurs IFSE, plusieurs lignes sur sa fiche de paye. Donc, il y a un montant maximal fixé pour les IFSE par grade. Et c'est la même chose pour le CIA. Donc, on a le cumul des deux fait que le principe de parité ne permet pas qu'un fonctionnaire territorial, sur le cumul de ces deux indemnités, perçoive plus que son homologue, pour faire court, agent de la fonction publique d'État. Ça arrive rarement quand même. Ça arrive rarement. On l'a eu connu, moi je l'ai connu dans la collectivité qui est la mienne, il y a quelques années de ça, sur le grade des techniciens territoriaux, pour lesquels la collectivité avait ouvert des discussions et donc accepté, au titre de l'harmonisation entre les filières, de venir positionner la rémunération en tout cas la politique indemnitaire relative aux techniciens territoriaux sur le même niveau que les rédacteurs territoriaux, mais ce qui positionnait les techniciens territoriaux au-dessus des montants perçus par les techniciens d'État. Et donc, c'est une décision qui a été cassée. La collectivité a été condamnée, et donc les montants ont dû être rabaissés pour ne pas dépasser les montants des fonctionnaires d'État. Donc, si j'ai bien compris, le minimum et le maximum, c'est fixé plutôt au niveau national. Et par contre, c'est la collectivité qui décide sur quoi elle positionne, elle, ses agents, Tout à entre fait. ces deux-là. Les garde-fous, c'est national. Le milieu, c'est en interne. Tout à fait. Oui. En tenant compte, mais justement, comme on disait tout à l'heure pour l'IFSE, des contraintes liées au poste, de l'expertise qu'on attend sur certains postes. La base, c'est le service public, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut coter vraiment tous les postes avec ces critères-là. Oui, et puis ce plancher, plafond, on parlait de la maison tout à l'heure, donc c'est pour imager, mais en tout cas, ça laisse des marges de manœuvre très importantes, hein. On n'est pas sur des petits montants, vraiment en catégorie C, B et A, et les plafonds sont de plus en plus hauts. Et en effet, ça permet de mettre en place quand même un certain nombre de critères pour pouvoir se rapprocher du plafond, bien évidemment, pour les salaires des agents. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. C'est pas quelque chose de réducteur. Voilà. Non, et puis c'est là-dessus qu'on va jouer sur l'attractivité de la collectivité. Nos employeurs aussi, pour recruter de la performance, ils sont obligés de s'aligner. Hein. Quand on parle de technicité, si on parle encore de bâtiment, un électricien dans le secteur privé, aujourd'hui, si on veut aller concurrencer le secteur privé, il faut c'est pas sur le traitement indiciaire qui est là, c'est gelé depuis trop longtemps, mais du coup, on va chercher l'attractivité sur l'IFSE. Sur le RIFSEP, donc on sait que c'est un sujet autour de la rémunération des agents. Si on ouvre un petit peu le sujet, Force ouvrière, qu'est-ce que Force ouvrière a comme position pour garantir une rémunération juste de ses agents? Bien évidemment, notre position nationale, c'est que nous sommes favorables et nous défendons l'égalité de traitement pour les agents publics, quel que soit le territoire, encore une fois, dans lequel ils exercent, bien évidemment pour eux-mêmes, mais aussi pour le service public, pour éviter d'avoir un service public à plusieurs vitesses, avec des grands pôles et des grandes collectivités qui seraient très attractives de par leur politique indemnitaire, et puis derrière peut-être des déserts en matière de services publics. Donc bien évidemment, nous nous sommes attachés à l'augmentation de la valeur du point d'indice, à l'amélioration de nos grilles indiciaires, de nos déroulements de carrière. Je rappelle que depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est à peu près 30% de pouvoir d'achat qui a été perdu par nos collègues. Donc bien évidemment, c'est notre priorité, mais après, il faut reconnaître qu'à l'échelle locale,
le RIFSEP, les IFSE, le CIA sont de vrais outils pour venir améliorer le pouvoir d'achat de nos collègues. Donc, en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas se mettre en marge de ces discussions-là. Donc, bien évidemment, ça ne correspond pas à ce qu'on porte, ni notre vision du service public et de ce qu'il doit être à l'échelle nationale. Maintenant, bien évidemment, que dans chaque collectivité dans lesquelles Force ouvrière est présente, on négocie ces rémunérations-là. Et pour les agents qui sont dans des collectivités où il y a peut-être pas forcément, Force ouvrière, par exemple, qui ne sait pas trop un petit peu concernant son IFSE, son CIA, si tout est juste, tout est, aligné. Qu'est-ce qu'on peut préconiser à ces agents? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller de faire? On peut que les inviter à nous rejoindre. Ils peuvent nous contacter via Via la la chaîne. chaîne YouTube. Après, il y a toujours au niveau local un représentant Force ouvrière. Et puis après, derrière, même au niveau de la fédération, on propose des formations, on accompagne. Enfin, c'est quelque chose, c'est un sujet comme, enfin, on en débat depuis un petit moment. C'est un sujet qu'on maîtrise un petit peu, enfin, même plutôt bien. Du coup, on est prêt à accompagner tous ceux qui sont intéressés. On va bientôt arriver déjà à la fin. Le temps passe vite, quand les sujets sont aussi riches. Est-ce que vous avez, des éléments un petit peu, à rajouter? Le RIFSEP met aussi à jour des difficultés dans l'égalité entre les filières. Et donc, on se rend compte, notamment en termes de RIFSEP, des filières qui sont très masculines, comme la filière technique, par exemple, à niveau de recrutement équivalent avec, par exemple, la filière administrative qui est très féminisée, bon, ben, on se rend compte que les montants de RIFSEP, des écarts qui sont énormes, hein, avec pourtant des collègues qui ont des niveaux de recrutement qui sont initialement les mêmes. Donc, c'est une vraie difficulté que l'on peut avoir aujourd'hui. Et moi, je rajouterais peut-être juste une dernière chose, et qui peut-être peut parfois sembler un petit peu lointaine aux collègues, l'importance aujourd'hui de la fiche de poste. Puisque l'IFSE est versé selon le niveau d'expertise, les sujétions particulières selon les missions des uns et des autres, et le niveau d'encadrement de l'agent. Toutes ces informations figurent sur nos fiches de poste. Donc une fiche de poste qui n'est pas à jour Mmh. ne permet pas de discuter d'une IFSE qui corresponde au niveau de responsabilité, quel qu'il soit, ou aux contraintes particulières des missions de nos collègues. Donc d'être particulièrement attentif à sa fiche de poste, que toutes les missions que l'on effectue au quotidien, y compris quand c'est temporaire, y apparaissent, nous semble déjà être un premier levier, puisque c'est le document objectivable Mm. de notre côté de la table pour venir discuter d'augmentation des IFSE. Donc voilà, s'il y a peut-être une petite astuce, c'est d'être un petit peu plus vigilant qu'il y a quelques années sur ce sujet. S'il y a un point positif qu'on peut ressortir de la mise en place justement du RIFSEP, c'est que vu que c'est lié à la fiche de poste et à l'entretien professionnel, il y avait énormément de collectivités dans lesquelles il n'y avait pas d'entretien professionnel. Et en fait, au fur et à mesure que les années avancent, on soulève de plus en plus cette problématique et on arrive à mettre en place l'évaluation dans de meilleures conditions quelque part. Oui, et je suis complètement d'accord, hein, c'est des premières étapes pour l'agent. Et c'est vrai que si il a sa fiche de poste, qu'il prépare son entretien professionnel, qu'il voilà, et qu'ils ne mettent pas ça qu'ils prennent pas ça par-dessus l'agent, mais qu'ils aient vraiment un vrai temps d'échange sur les missions. Et en effet, comme le dit Nico, si on a oublié de vouloir les rajouter, bah, ce seront les premiers arguments qu'il pourra mettre en avant par rapport au chef de service et pour pouvoir un petit peu confronter les points de vue et pour se dire, bah voilà, finalement, ça c'est très objectivable. Si j'ai fait 10 missions ou si j'en ai fait 20, alors, en effet, les arguments ne sont pas les mêmes, les débats non plus, et ça permet au chef de service, comme on le disait tout à l'heure sur l'outil managérial, de vraiment avoir la vision de l'agent et des missions effectuées de manière très précise et très claire. Mais écoutez, merci messieurs pour ce temps d'échange, Merci à riche. toi. Je propose qu'on en reste là et on refera une émission si, d'autres sujets nous reviennent. Moi, je vous dis à bientôt. On arrive déjà à la fin de cet épisode du Terry Talk Show. Le mois prochain, on traitera d'un nouveau sujet. D'ici là, continuez à nous suivre sur la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt. Alors, au revoir. Au revoir.